Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Check-up consacré aux problèmes ophtalmologiques, précisément ceux qui touchent la macula, cette partie de l'œil qui permet de voir les détails fins. Il peut s'agir d'une dégénérescence maculaire, d'une rétinopathie diabétique ou des occlusions veineuses rétiniennes qui, non soignées, causent la détérioration progressive de la vision. Et pour résoudre le problème, une injection intravitréenne est indiquée par les spécialistes. En quoi consiste-t-elle? Quels sont les avantages ainsi que les complications? On en parle dans ce check-up avec l'ophtalmologue Dieudonné Ngoy. L'œil humain peut être exposé à plusieurs maladies et présenter un désordre ou un trouble oculaire. Si beaucoup ne pensent qu'à la cataracte ou au glaucome, cela peut bien aussi être une dégénérescence maculaire, un mal qui affecte la macula, cette partie de l'œil qui permet de voir les détails fins. L'affection brouille la vision centrale, catalyseur des activités telles que la lecture, la couture ou la conduite. Comme le nom l'indique, on injecte dans le vitré. Le vitré, c'est un liquide qui est à l'intérieur de l'œil. Oui. Il peut s'agir d'une infection. À ce moment, on injecte soit des antibactériens, soit on peut injecter des anti-inflammatoires, soit on peut injecter, comme maintenant c'est pratiquement à la mode, on injecte ce que nous appelons des anti-VEGF. C'est une très grande avancée dans les traitements de maladies. C'est beaucoup plus, nous agissons sur l'édème de la macula. Et lorsque l'édème de la macula se produit dans l'œil d'un patient, il y a la baisse de la vision. Et c'est cette baisse qu'il faut combattre. Pour pallier cette dégénérescence maculaire, un rendez-vous chez un spécialiste pour une injection intravitréenne peut bien changer la donne en soulageant fortement le patient. Donc ça dit que l'acuité visuelle a fortement diminué. J'arrive à peine à voir et c'est pour cela que j'étais venu pour les soins. J'avais peur en entendant parler de la piqûre et surtout dans l'œil. Vous savez, ça fait trop peur, c'est la première fois d'ailleurs de voir ça. Le traitement vient à peine de commencer. Normalement, il y aura d'autres séances et on va suivre l'évolution. Et avec le témoignage d'Athan, j'espère que ça va. L'injection ne dure que quelques secondes. Une aiguille très fine est introduite à travers le blanc de l'œil et l'acte est fait. Je suis tout à fait normal, comme j'étais venu. Je suis en train de ressortir aussi de la même façon. Avant, j'avais justement peur, mais après, quand j'ai eu la piqûre, j'ai rien senti de grave. Je n'ai pas senti la douleur, sincèrement. Juste après la piqûre, l'œil larmoie un peu, mais sinon, ça va. Bien que la prise en charge de la maladie peut coûter cher, ce traitement est très efficace dans de nombreuses maladies oculaires, en particulier la dégénérescence maculaire. L'injection intravitréenne soigne aussi la rétinopathie diabétique et les occlusions veineuses rétiniennes. Je reçois sur ce plateau de Check-up le docteur Dieudonné Ngoy. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci. Docteur, une fois de plus, nous vous recevons dans le cadre de votre expertise pour nous parler justement de problèmes qui concernent l'œil, des problèmes ophtalmologiques. Et dans la vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure, on a vu comment vous étiez en train de piquer dans l'œil d'un de vos patients. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste justement? Oui, j'ai piqué tout à l'heure dans l'œil d'un patient. Il s'agissait de lui donner une substance médicamenteuse directement dans l'œil. Plus précisément dans la cavité vitréenne. Le vitré, c'est une substance, c'est un liquide qui est à l'intérieur de l'œil. Et c'est dans ce lieu-là que nous injectons un produit pour soigner la maladie dont souffre le malade. Quels sont ces genres de maladies qu'un malade peut souffrir pour arriver justement à ce traitement-là? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs pour qu'on arrive à donner ce traitement. Très souvent, on peut donner un traitement à base d'antibiotiques lorsqu'il s'agit d'une infection bactérienne, par exemple. Nous pouvons donner des antiviraux. Nous pouvons donner des corticoïdes lorsqu'il s'agit d'une inflammation. Nous pouvons également donner des immunodépresseurs.
des immunosuppresseurs. Et enfin, nous pouvons donner, comme il est actuellement il est de quelque chose, on donne pour le moment des anti-VEGF. C'est vraiment un traitement d'actualité pour le moment. Docteur, vous aviez dit vous piquez directement dans l'œil du malade, mais l'on connaît que lorsqu'on a des problèmes des yeux, on va voir un ophtalmologue, c'est plus pour une prescription des collyres, c'est plus pour avoir des verres. Comment expliquez-vous, comment vous pouvez nous expliquer ce changement de traitement des collyres aux injections? Justement, le traitement par injection intravitréenne donne une meilleure efficacité. Elle donne une meilleure efficacité par rapport au collyre, par rapport aux gouttes qu'on peut mettre dans les yeux, par rapport à d'autres injections qui s'opèrent au niveau de la conjonctive. Vous voyez le blanc de l'œil, il y a une fine enveloppe qui est au-dessus et on peut piquer un produit à travers cet espace-là. On peut également donner une autre injection à un endroit que nous appelons sous-ténonien. Ces autres formes de traitement ne sont pas aussi efficaces que les traitements par injection intravitréenne. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir justement? Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce terme injection intravitréenne, docteur? En de termes simples, comment vous définissez cela? C'est donner une substance médicamenteuse dans l'œil, directement dans l'œil. Docteur, quand est-ce que cela est indiqué? Vous recevez quelqu'un dans votre cabinet médical qui a des problèmes des yeux. Quand est-ce que vous arrivez à dire qu'il faudrait justement une injection intravitréenne? C'est par rapport à la pathologie dont souffre le patient. Généralement, très souvent, dans notre pratique, lorsque nous devons donner, par exemple, une injection à base d'antibiotiques, cela, il faut que le patient ait développé une infection de l'œil. Et généralement, lorsqu'il s'agit d'une infection de l'œil, le traitement est toujours très difficile à réussir. Nous pouvons également, aussi donner des corticoïdes. Et lorsqu'on donne ce traitement, c'est tout juste pour que l'action soit la plus efficace. Et donc, ça dépend de la pathologie dont souffre le patient. Généralement, lorsque je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a une infection bactérienne, lorsqu'il y a une dégénérescence de la macula, dégénérescence liée à l'âge, très souvent, nous donnons aussi des injections. Nous donnons aussi des injections dans le cas du diabète. Lorsque le diabète arrive à un stade de complication, à ce moment-là, nous sommes obligés de donner ce que nous... Des complications qui touchent les yeux. Le diabète est une maladie très grave qui touche, lorsqu'il commence à toucher l'œil, le traitement devient très difficile et le patient risque de perdre sa vue si il ne reçoit pas l'injection le plus vite possible. Docteur, on va justement à un moment revenir sur toutes ces maladies qui peuvent être soignées par injection intravitréenne, mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire comment arriver à dédramatiser cela. Est-ce que c'est facile de dire à un patient que je vais vous piquer dans l'œil? Comment vous faites au fait pour convaincre les patients? Pour nous, c'est pas compliqué, mais c'est le malade. Pour que le malade accepte, c'est à ce moment que c'est le plus compliqué. Le plus dur, c'est ce moment-là. Nous essayons quand même de dramatiser cet acte pour le bien du malade. Il faut lui expliquer exactement ce que l'on va faire. Lui dire s'il y aura douleur ou pas, s'il y aura une infection ou pas. Donc tous ces éléments-là, nous devons le mettre ensemble. Et lui dire effectivement aussi qu'avec ce type de traitement, il va recouvrer sa vision. Docteur, avez-vous déjà rencontré des réticences auprès des patients? Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Au début, ils refusent, mais par après, lorsqu'ils remarquent que la vision commence à disparaître, ils reviennent malgré eux. Mais fort heureusement, dès qu'ils commencent à avoir la première piqûre, ils sont très contents. Combien de piqûres faudrait-il pour pouvoir faire une cure complète? Ça dépend de la maladie.
Lorsqu'il s'agit d'antibiotiques, c'est une autre affaire. Mais les injections intravitréennes pour lesquelles nous faisons, que nous utilisons de façon régulière dans notre cabinet, ce sont des injections qui sont données lorsqu'il y a une dégénérescence de la macula, lorsqu'il y a une complication du diabète, lorsqu'il y a une occlusion veineuse, et c'est suivant ces différentes pathologies que nous devons adopter aussi le nombre de traitements, le nombre d'injections à donner aux malades. Et ça dépend aussi du type de produit. Il y a des produits qui sont donnés mensuellement, il y a d'autres qui sont donnés tous les 3 mois. Docteur, vous aviez insisté sur l'efficacité du traitement. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ou même épingler quelques avantages de ce traitement? Qu'est-ce que ça procure exactement chez le patient qui en bénéficie? C'est la vision qu'on recouvre, hein. Vous vous imaginez quelqu'un qui vient avec un œil qui voit à peine et qu'un mois après, il vous dit « Docteur, je commence à voir ». Et 3 mois après, il voit totalement. Vous voyez ce que ça représente? Y a-t-il des complications qui peuvent survenir après cette piqûre? Est-ce qu'il y a ceux-là qui ont perdu carrément la vision malgré cette piqûre? Non, la piqûre en soi, elle ne donne pas, ne fait pas perdre la vision. C'est plutôt la complication qui peut survenir et on y tient beaucoup. Lorsqu'il faut faire cette injection, il faut mettre toutes les chances de son côté, c'est-à-dire qu'il faut prendre les mesures d'asepsie qu'il faut, les meilleures mesures d'asepsie, c'est-à-dire qu'il faut bien nettoyer, bien mettre des solutions antiseptiques dans le cul-de-sac, c'est-à-dire au niveau de l'œil, bien mettre le produit pour désinfecter l'œil et bien sûr la paupière. Parce que la plus grave des complications, c'est qu'il y ait cette complication d'infection. À ce moment-là, ce sera très très difficile à gérer. Donc, la complication qui peut survenir beaucoup plus, c'est l'infection. Et bien sûr, il arrive aussi qu'il y ait une augmentation de la tension de l'œil. Ça arrive, on sait gérer. Mais pour certaines personnes, cela arrive après une opération de la cataracte. Est-ce que c'est normal? Non, non, c'est pas que c'est la cataracte qui amène la dégénérescence. Probablement, peut-être la dégénérescence était là et que la personne souffrait également de la cataracte. Lors de la consultation, on ne sait pas voir au-delà de cristallin qui est abîmé, on ne sait pas voir. Et donc, lorsqu'on fera la chirurgie, c'est à ce moment qu'on se rendra compte qu'il y a une dégénérescence de la macula qu'il faut traiter à ce moment. Docteur, en des termes simples, clairs, comment est-ce qu'on peut comprendre cette dégénérescence de la macula? Oui, ce qu'il faut dire, la dégénérescence de la macula, c'est une maladie qui est liée à l'âge. À 50 ans, toute personne doit, et surtout à 65 ans, toute personne doit avoir dans ses habitudes de consulter un ophtalmologiste. Parce que l'œil, avec le temps, avec l'âge, commence à s'abîmer. Il y a des phénomènes qui sont liés à cela, liés donc à l'âge, liés aux facteurs de l'environnement, liés à la génétique. C'est ça qui fait qu'il y ait dégénérescence. Mais comment la personne peut savoir? Généralement, il y a un œil qui est beaucoup plus avancé, beaucoup plus atteint que l'autre. C'est pour cette raison que très souvent, les patients viennent consulter en retard. Si ce patient-là n'a pas l'habitude de consulter, mais quelqu'un qui a l'habitude de consulter, on sait voir ce début avec les moyens que nous disposons actuellement. On parle justement de l'œil. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen d'éviter toutes ces maladies, de pouvoir prévenir cela? C'est la prévention. Donc, vous venez chaque fois, chaque année voir le médecin. Docteur, on va revenir justement à cette injection intravitréenne qui est d'ailleurs l'objet de notre émission de ce jour. Comment est-ce que ça se passe? Vous dites qu'un malade arrive au cabinet, il faudrait préparer tous les moyens pour qu'on évite des infections. Mais est-ce qu'il y a-t-il des consignes pré-injection et même post-injection? Qu'est-ce que vous dites à vos malades avant que la piqûre ne soit faite et même après? Il faut d'abord
c'est suivant la formation que nous avons reçue. Il faut préparer le malade. Il faut lui expliquer ce qu'il a et le traitement qu'on doit donner. Parce qu'en dehors de ce traitement, il faut lui dire qu'en dehors de ce traitement, actuellement, il n'y a pas un autre. Donc, vous lui expliquez qu'il aura une piqûre dans l'œil. Ça fait un peu comme si un moustique vous piquait. Ça fait un peu mal, tout juste au moment de la piqûre, et c'est tout. Donc, c'est au malade aussi d'accepter, parce que s'il n'accepte pas, il faut qu'il soit aussi calme, il soit détendu pour qu'il puisse recevoir cette injection. Nous le préparons comme il se doit, comme il se doit donc, et le matériel est là, et nous faisons notre acte. Et après l'opération, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Au tout début, lorsqu'on avait commencé avec les injections intravitréennes, on avait très peur. On se disait il y aura une infection. Et à ce moment-là, on commençait, après chaque injection, moi j'avais commencé il y a quelques années, je donnais des antibiotiques après l'injection. Ce n'est qu'avec le temps, avec la préparation du patient, après une injection, le malade rentre chez soi, on va tout simplement lui expliquer, lui dire ce qu'il y aura. Lorsqu'il s'agit d'un produit liquide, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'Avastin, lorsqu'il s'agit de Lucentis, lorsqu'il s'agit de Elea, ceux-là, ce sont des liquides. Et donc, quand on injecte dans l'œil, le malade voit un petit moment de l'œil, la vision est un peu brouillée, quelques petits moments. Et puis par après, ça disparaît. Par contre, lorsque nous devons donner l'Osudex, par exemple, c'est un implant qu'on introduit dans l'œil. Le patient, pendant à peu près 2 semaines, commencera toujours à voir quelque chose dans l'œil. Il viendra vous dire, docteur, je vois quelque chose. On lui dit, vous verrez ça après 2 semaines, 3 semaines. Ça va disparaître. Mais docteur, pour les femmes, par exemple, après une piqûre, elle peut reprendre son maquillage normal, les femmes qui aiment bien se maquiller les yeux, mettre du mascara, un peu de tout ça. Est-ce conseillé? Tout de suite après, non. Le lendemain, 24 heures après. Vous pouvez continuer mener votre train de vie. C'est vrai que vous aviez expliqué les avantages de ce traitement, mais dites-nous un peu, comment ça se passe en République démocratique du Congo? Est-ce que de plus en plus, cette avancée est en train de s'ancrer dans les cabinets ophtalmologiques ici en RDC? Je pense, oui, puisque nous en parlons de temps en temps aussi avec d'autres confrères. Mais le gros problème qui est là, c'est comment acquérir ces médicaments. Ça, c'est un très, très, très gros problème. Nous n'avons pas de firmes pharmaceutiques chez nous et il nous faut beaucoup, beaucoup d'acrobatie pour avoir ces médicaments. D'autant plus que ce sont des médicaments qui ne sont pas vendus dans les officines. Et ce sont des médicaments qui sont vendus dans les institutions hospitalières. Et donc, ce sont les institutions hospitalières qui ont ces médicaments à partir des firmes pharmaceutiques. Et donc, chez nous, ces firmes n'existant pas, les grandes institutions comme ailleurs n'existant pas, donc nous devons chercher par tous les moyens comment faire pour pouvoir soigner nos patients. Donc cela rend un peu difficile, ou je dirais un peu plus cher, le coût de ce traitement? Non, ce n'est pas ça qui rend le coût cher de traitement. C'est plutôt ce qui rend le coût cher, c'est le produit lui-même. Le produit n'est pas aussi moins cher qu'on puisse le penser. Sauf peut-être l'Avastin qui est un peu un produit qui est moins cher. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen en dehors de l'injection, d'utiliser le laser pour résoudre le même problème? Oui, effectivement, il y a des écoles, il y a je dirais une lutte entre les gens qui utilisent les injections intravitréennes avec les anti-VEGF comme Avastin, Lucentis et d'autres médecins pour eux qui sont accros au laser. Et donc c'est
Bon, lorsqu'on essaie un peu de voir correctement, il y a des situations où les deux, on utilise les deux traitements. Vous aviez dit que après une injection intravitréenne, après la cure, même après le traitement, la personne recouvre totalement la vue. Est-ce qu'il y a des cas de récidive qu'une personne qui avait recouvert sa vision et puis après quelques années, qu'ils reviennent et qu'ils disent que ça ne marche plus? Effectivement, c'est le cas le plus fréquent et surtout avec ces produits, c'est toujours comme ça. Nous commençons d'abord d'ailleurs par des doses que nous appelons des doses d'induction, qui sont constituées de 3 injections, c'est-à-dire une injection par mois. Et après les 3 mois, nous faisons des examens de contrôle avec l'OCT pour voir si la maladie qui était là, si elle a diminué ou elle a disparu. Si ce n'est pas le cas, nous devons continuer avec les injections. C'est pour cette raison que certains patients arrivent à 15, 20 injections. Pour le traitement. Pour le traitement. Et après combien de temps vous pourriez vivre sans vous plaindre? C'est le follow-up. C'est le suivi du patient chez le malade, pardon, chez le médecin. Chez le médecin. Donc le médecin, lui donne, après les 3 injections, le malade, le médecin donne des rendez-vous suivant le malade. Et ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des patients qui, 1 mois après, il faut le suivre absolument parce qu'ils risquent de récidiver. Tout comme d'autres, vous pouvez prendre 2 mois. Mais il y a des gens chez qui nous donnons ces injections et qui ne répondent pas à ce traitement. À ce moment-là, ce que nous faisons, nous shiftons sur un autre produit. Nous pouvons shifter par exemple d'un anti-VEGF vers un autre anti-VEGF, c'est-à-dire vers l'Avastin par exemple, pour aller à Eléa ou bien à Lucentis, tout comme on peut quitter de Lucentis pour aller à un corticoïde. Docteur, est-ce que vous êtes du même avis que ceux-là qui disent que lorsque vous avez mal aux oreilles, il faut piquer dans l'oreille, lorsque vous avez mal aux yeux, il faut piquer dans les yeux, puisque vous faites des injections intravitréennes? Bon, pour les oreilles, je ne sais pas ce qui se passe avec nos amis ORL, mais chez nous, en ophtalmologie, c'est le traitement qui est à la mode. C'est le traitement qu'il faut pour arriver à soigner correctement avec la plus grande efficacité la maladie dont souffre le patient. Le patient. Est-ce que tout ophtalmologue peut le faire? Ah oui, tout ophtalmologue peut le faire, effectivement. Il faut être entraîné parce que il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Il y a toute une technique pour le faire. Il y a toute une technique. Il y a des endroits précis là où il faut donner la piqûre. Vous ne pouvez pas aller au-delà, par exemple, de 4 mm, parce que vous allez, à ce moment-là, vous allez piquer, par exemple, au niveau de la base du vitré. Là, ça va donc, il faudrait être un spécialiste de la rétine pour pouvoir faire ces injections. Généralement, ce sont les spécialistes de la rétine qui le font. Docteur, je veux revenir un peu en arrière. Vous avez parlé de plusieurs maladies qui peuvent être soignées au travers ces injections, notamment le diabète. Est-ce que de plus en plus, les patients qui viennent vous voir sont des diabétiques? Beaucoup d'injections ont été réalisées chez nous, chez les diabétiques. Beaucoup. Parce que le diabète amène beaucoup plus à cette complication de l'œdème, ce que nous appelons de l'œdème de la macula. Parce que le diabète lui-même, c'est une désorganisation au niveau des vaisseaux. Et c'est cette désorganisation qui fait que la macula, c'est-à-dire la partie qui nous permet de voir cette région-là de l'œil, puisse gonfler. Alors quand ça gonfle, et donc la vision de loin et de près s'abîme. Et pour que la situation rentre à la normale, il faudra piquer, donner ces injections-là pour réduire cet œdème. Donc on doit dire que vous travaillez aussi en collaboration avec des diabétologues? Nous travaillons en collaboration avec les diabétologues et nous demandons toujours aussi, très souvent nous demandons à nos amis diabétologues de pouvoir référer
leurs patients chez l'ophtalmologue pour un examen de fond d'œil. Parce que la plupart des malades qui nous arrivent, ils ont été chez le diabétologue, peut-être ils n'ont pas compris le message du diabétologue pour venir voir l'ophtalmologue, peut-être aussi que le confrère a oublié, et le malade nous vient en retard, lorsque beaucoup de choses ont déjà évolué. Parce que en cas de diabète, lorsque l'édème persiste pendant longtemps, il n'y a pas de traitement, l'architecture au niveau de la rétine change. Et donc, même le traitement que nous allons donner d'injection ne va pas marcher. Ne va pas marcher. Docteur, lentement mais sûrement, on tend vers la fin de cette émission, mais quelque chose a aussi retenu mon attention, c'est par rapport à l'acquisition de médicaments. Vous dites que ce n'est pas facile de pouvoir avoir des médicaments, vu qu'on n'a pas de firme pharmaceutique ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous travaillez en synergie avec d'autres ophtalmos pour que cela puisse avoir peut-être le soutien du gouvernement, pour que cela puisse se résoudre? Oui, avec les amis, nous sommes en contact, mais nous sommes seuls, on ne sait rien faire. C'est un problème qui nous dépasse. Quand nous avons ces médicaments, c'est parce que nous avons des relations avec des amis qui sont à l'étranger, qui arrivent à nous aider à pouvoir nous acquérir ces médicaments. Docteur, on va finir cette émission, mais j'aimerais quand même que vous puissiez dire à tous ceux-là qui sont en train de vous suivre un message poignant, un message pertinent, notamment sur comment bien garder ses yeux, et aussi comment ceux-là qui ont des problèmes de vision peuvent bénéficier de cette injection intravitréenne ici dans votre cabinet. Je demanderai à nos patients d'être vigilants. Je demanderai à nos patients de pouvoir examiner, de pouvoir consulter l'ophtalmologue, afin que ces genres de pathologies, par exemple la dégénérescence maculaire, par exemple la complication du diabète, les occlusions veineuses, pour que ces pathologies-là soient vues le plus précocement possible. Si le malade vient le plus tôt possible, c'est toujours mieux. À ce moment-là, il aura une bonne récupération. Par contre, lorsqu'il vient en retard, à ce moment-là, ça devient difficile pour moi et difficile pour lui-même, le patient, à pouvoir récupérer la vision. Et à ceux-là qui sont déjà sur la liste d'une piqûre, d'une injection intravitréenne, mais qui hésitent, quel message pouvez-vous leur dire? Qu'il n'ait pas peur. C'est une petite injection tout simplement. Ça fait peur, c'est l'œil, bien sûr, je comprends. Mais c'est un petit acte tout simplement de quelques minutes. 1-2 minutes, tout est fini. Et puis, généralement d'ailleurs, dès qu'on termine, le malade dit « Ah, docteur, le discours change. Le discours change, on dirait. Le discours change, il dit « Ce n'était que ça ». L'acte est simple et rapide et efficace, je dirais. Docteur Dieudonné Ngoy, merci de votre disponibilité. Nous sommes venus ici même dans votre cabinet, le cabinet Ariel, pour justement avoir des éclaircissements et aussi éclaircir l'opinion sur l'injection intravitréenne. Merci de votre disponibilité et j'espère que la prochaine fois, vous aurez encore le temps pour partager avec nous votre expérience. Merci. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est dans la rubrique 1001 questions santé. Comment diminuer les risques liés à l'écran? Pour la plupart des tâches en bureautique, il convient de ne pas utiliser plus de 2 ou 3 couleurs en plus de celles du fond. Étant donné l'amélioration de la qualité des écrans, des visualisations et la généralisation du fond clair, les filtres d'écran ne présentent plus d'intérêt. Environnement lumineux. Les personnes consultant souvent des documents papier peuvent avoir besoin d'une lampe d'appoint si l'éclairement, quantité de lumière qui arrive sur une surface de ces documents, est inférieure à 200 lux, voire à 300 lux, si ces personnes ont plus de 40 ans. Cette lampe devrait posséder soit une grille de défilement, soit un réflecteur qui distribue plus la lumière d'un côté que de l'autre, réflecteur asymétrique, ou être équipé de LED. Les teintes pastel sont à privilégier, aussi bien pour les parois que pour les mobiliers et les équipements informatiques. Hauteur de l'écran. Pour établir un compromis entre vision et posture, le haut du moniteur doit se situer au niveau des yeux. Distance œil-écran,
Avec l'affichage alphanumérique, la distance optimale œil-écran est égale à 170 fois la taille de caractères majuscules ou de chiffres. Lorsque l'affichage est uniquement iconographique surveillance vidéo, la distance optimale œil-écran est égale à 4,5 fois la diagonale de l'image. Travail sur micro-ordinateur portable. Pour ceux qui travaillent sur un micro-ordinateur portable, il existe des rehausseurs qui permettent de placer le haut de l'écran à hauteur de yeux. Il s'agit d'un plan incliné sur lequel le clavier est posé. Un clavier standard doit alors être connecté au portable pour préserver les conditions optimales de frappe au clavier. Travail sur écran tactile. La norme ISO 9241 dans sa partie 410 précise que les écrans tactiles orientés verticalement doivent permettre de positionner les cibles des contacts à une hauteur inférieure à celle des épaules. L'écran tactile doit être inclinable, déplaçable et réglable en hauteur. Les écrans tactiles orientés horizontalement doivent permettre de positionner les cibles de contact à une hauteur égale ou inférieure à celle des coudes. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.